Bonjour, bienvenue sur Ideos, les guides des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. J'accueille aujourd'hui avec grand plaisir Yelina, qui habite dans la région d'Istrie et qui propose des excursions que j'ai commencé à recommander sur le groupe et dont je suis sûre vous allez être nombreux à apprécier l'intérêt parce que justement, ça représente totalement ce qu'on devrait voir et faire en Istrie, que ce soit pour un séjour un peu long ou si on est de passage dans la région, qu'on veut apprécier un peu son esprit. Donc, je vais laisser Yelina se présenter et nous expliquer un peu déjà où elle habite, ce qu'elle fait et ce qu'elle va donc essayer de vous présenter aujourd'hui. Bonjour Sandrine, donc, je m'appelle Yinna et j'habite en Istrie, à Medellín plus précisément. Je fais part de Medellín Excursions et nous offrons en fait des excursions locales à Medellín. Donc peut-être que vous connaissez Medellín déjà ou pas. En tout cas, Medellín, c'est un petit village très chouette avec assez peu d'habitants durant l'hiver, mais durant l'été, c'est très très populaire. Il y a beaucoup de gens. En plus de ça, il y a la seule plage de sable, on va dire, qui est donc présentée ici, qui attire aussi énormément de clients, de touristes. Aujourd'hui, je vais présenter nos excursions. Donc, nous, on en a deux excursions principales, un de jour et un de soir. Et donc, notre façon de reconnaître nos bateaux, c'est assez simple parce que nos bateaux, c'est les bateaux Sandra qui sont rouges et jaunes. Et on offre donc en premier l'excursion qui est de jour, qui dure entre 5 et 6 heures. Deux fois par jour, on l'offre dans l'été, donc de 9 heures à 15 heures l'après-midi ou de midi à 17 heures. Voulez-vous que je commence directement à le présenter? Alors oui, avec plaisir, déjà pour découvrir un peu l'esprit des excursions. Ok, parfait. Donc, l'excursion, ça commence directement du port de Medellín au Parasol Rouge et on commence avec 45 minutes de voyage panoramique. Quand vous bordez, vous allez être accueillis sympathiquement par nos collègues avec un apéritif ou alcoolique ou non alcoolique. Et après 45 minutes de voyage panoramique, on va arriver au point le plus sud de l'Istrie où il y a deux grottes sous-marines. C'est sympa pour aller se baigner, l'eau elle est très claire, très chouette, il y a énormément de poissons. Ceux qui veulent pas aller se baigner, vous pouvez aussi rester à bord, bien sûr, mais sinon vous êtes accompagné par un de nos collègues pour aller à l'intérieur de ces grottes. Après une demi-heure à peu près, on va continuer et on va revenir, on va faire le tour du phare de Porer, où à bord vous allez avoir une petite histoire, généralement en plusieurs langues. On essaye aussi en français. Des fois, c'est plutôt en anglais, des fois plus en français. Ça dépend dans quel collègue ce jour travaille. En tout cas, c'est sympa de prendre des photos. Nos collègues à bord, ils vont être toujours présents pour essayer de vous accueillir le plus et être sympa avec vous. Et ensuite, on va revenir dans une baie un peu plus tranquille alentour de Camignac où on mange à bord. Donc, il y a poisson, viande ou végétarien, avec les poissons durant tout le voyage inclus, comme du vin blanc et vin rouge. C'est Mouchkovitch, c'est un vin local d'ici. La bière pour la Fanta eau et le petit apéritif. Puis ensuite, on va aller sur une île privée qui s'appelle Tseya. C'est une île de cactus et de lapins. Là, on va rester pendant 2 ou 3 heures pour aller se baigner, faire le tour de l'île, prendre un café dans le restaurant. Euh, c'est très tranquille, c'est très relaxant, il y a moins de monde. C'est chouette là-bas, en tout cas. Puis ensuite, on a une demi-heure pour retourner à Medellín. Cette excursion, donc, on le fait tous les jours. Généralement, on est ouvert d'avril jusqu'en octobre. Et puis, on a aussi une excursion qui est plus relaxante. C'est une excursion le soir de 3 heures pour essayer de trouver des dolphins. Donc, ici, c'est pareil. On commence au port de Medellín. On fait un voyage panoramique. On va vers le phare. Donc, il n'y a pas de baignade et il n'y a pas d'île, mais on va voir les alentours quand même. On va voir le phare austro-hongrois de Pourer. On va voir un beau coucher de soleil. Généralement, si le temps il fait bon, il y a des couchers de soleil qui sont sublimes, bien orange, bien rose. Et essayer, bien sûr, de trouver des dauphins. Bon, c'est pas garanti, mais cette année, enfin l'année dernière, on a eu très, très beaucoup de chance de les voir. Si on les aperçoit, on essaye de s'approcher doucement, à être dans les alentours. On mange à bord, on boit à bord, il y a de la musique. C'est assez amusant. Et puis, après 3 heures en tout, on revient à Medellín.
Voilà pour la présentation de nos 2 excursions principaux. Super, donc ces excursions, sont, pour tout type de voyageurs, bien sûr, parce qu'il y a pas de limitation d'âge, me semble-t-il? Non, hem, Est-ce si les oui? clients ils le veulent, ils peuvent venir, même avec des poussettes à bord. On a des, enfants, de tout âge. Pour ma part, par exemple, j'ai une petite fille, elle vient aussi à bord. Elle avait en dessous d'1 an quand elle est venue, la première fois à bord. Donc les bébés, c'est possible. En plus, les durées de trajet, alors si on n'a pas le pied marin, parce que c'est souvent une question qui revient, vu qu'on veut peut-être découvrir quand même un peu la mer, mais on n'est pas toujours à l'aise. Est-ce que la durée, des trajets, le type de mer dans laquelle on va naviguer, permet malgré tout d'apprécier? Est-ce qu'on peut, Oui. s'engager dans ce genre d'excursion tout en n'ayant pas toujours le pied marin? Oui, donc généralement, moi je conseille, l'excursion de jour. Même si elle est plus longue, il y a la possibilité de les raccourcir sur 3 heures, donc de ne pas aller sur l'île. Par contre, je la préfère parce que, tous les demi-heures à peu près, il y a une nouvelle attraction. Surtout les premières 45 minutes, il y a tout qui est nouveau, on vient tout juste à bord, et on a l'excitation de voir des nouvelles choses et une fois qu'on arrive, aux grottes sous-marines, bah, il y a une demi-heure de pause. Bien sûr, si on n'est pas nageur, c'est peut-être, moins agréable parce qu'il va falloir attendre. Mais, si, vraiment vous avez le mal de mer à ce point-là, je conseille toujours aller sauter dans l'eau parce que généralement ça s on s'acclimatise, plus à aller nager et revenir sur le bateau. Puis après, il y a le phare. On revient dans une baie tranquille où la mer, elle est vraiment calme pour essayer d'apprécier le repas et ensuite aller sur l'île. Dans tous les cas, on a toujours, le les côtes dans les alentours, donc on est très, très près, à chaque fois des côtes. D'accord, ça c'est super parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont envie quand même de profiter, c'est normal, hein, la mer. Ça fait c'est toujours un appel et en même temps, bon le bateau, sur le bateau, est-ce qu'on ressent, beaucoup les mouvements de la mer? Est-ce que c'est assez stable? Le rythme du bateau est plutôt lent? Généralement, c'est des excursions lentes, donc on a 2 bateaux qui sont des bateaux en bois. Ils sont assez, fermes et lourds, donc ils sont bien, posés dans l'eau. Puis on a un nouveau, c'est notre bateau le plus grand. Celui-là, il est fermé en bas avec, la clim à l'intérieur et en haut, c'est ouvert, mais pareil, c'est des bateaux très, très stables. D'accord, je sais que c'est un peu technique, mais par habitude maintenant quand les personnes, voient un peu les suggestions que je propose justement d'excursions en bateau. La question se pose souvent, même si on l'anticipe pas toujours, mais le rapport à la mer, on le connaît pas nécessairement. Quand on sait qu'on n'est pas très à l'aise, c'est toujours réconfortant de savoir que le bateau va être assez stable, hein, parce que sur les petits bateaux, ça secoue quand même beaucoup et je préfère aussi que les personnes justement le sachent, pour, bien choisir, pour bien avoir conscience des conditions. C'est fait vraiment pour la détente, hein, et pour que ça corresponde le mieux possible. D'ailleurs, bon, déjà, si les enfants, les bébés, sont acceptés, ça prouve aussi qu'il y a toutes les conditions de sécurité qui sont faites pour et que le bateau donc, est, relativement confortable. Donc c'était important pour moi d'accentuer sur ce point-là. Donc, on a parlé, des enfants. Je pense aussi qu'on peut, quand on a des personnes en fauteuil roulant, C'est est-ce que c'est aussi, possible ou pas? oui, c'est aussi possible. C'est toujours bien de nous le prévenir en avance. Comme ça, nous, on peut mieux s'organiser sur quel bateau et quelle place. Parce que généralement, sur chaque bateau, on a une ou 2 places, plus adaptées aux personnes en chaise roulante. Dans tous les cas, nous, on vient aussi à l'aide, surtout quand on va border sur le bateau et ressortir. Donc, de nouveau, là, pour ceux qui sont plus, méfiants, je propose plutôt de faire l'excursion du soir parce qu'on rentre sur le bateau qu'une seule fois et on ressort une seule fois. Alors que l'excursion de jour, hem, les personnes en chaise roulante vont pas se baigner à la grotte sous-marine généralement
Et encore, il faut sortir à l'île de Tseya. C'est encore une fois de plus qu'il va falloir que cette personne nécessite de l'aide ou qui bouge d'un endroit à l'autre. D'accord. Alors, on a parlé, un peu, de ces excursions. Donc, l'excursion de 6 heures, il y a une recommandation pour le moment, que tu trouves le plus intéressant? En fonction des horaires de départ? Oui, Tous les 2 horaires de départ, c'est chouette. Il y a des inconvénients pour tous les 2. Moi, j'aime bien, celui-là de midi, parce qu'on a un peu plus de temps pour, aller trouver le check-in, aller, hem, partir à midi, donc on va manger 1 heure et demie après. Bien sûr, c'est l'heure, où il fait normalement le plus chaud, mais, il y a 2 heures de pause sur l'île de Tseya. Alors que si on part le matin, pour, on va dire, les Français, hem, on mange un peu tôt. Donc parce que le repas est servi vers, 10:30, 11 heures, et je sais que nos clients, français, à chaque fois, ils nous le ressortent, qu'ils préfèrent manger un peu plus sucré le matin et avoir le repas un peu plus tard. C'est pour ça que moi je recommanderais plus d'y aller à midi. d'accord. C'est vrai que c'est une question, qui se pose parce qu'on peut croiser des dauphins. Alors des fois, on conseille plutôt les sorties matinales parce qu'eux-mêmes, ils ont tendance à chercher leur petit déjeuner, mais à 9 heures, c'est déjà un peu tard peut-être. Donc, il y a pas de moment préférentiel pour l'une ou pour l'autre. Finalement, le plaisir des dauphins, c'est toujours la cerise sur le gâteau. Mais, le matin, par exemple, est-ce qu'il y a plus d'occasions, d'en croiser que, celles de journée? Moi je dirais non. Je dirais que les dolphins, on les voit vraiment l'excursion du soir, on les voit plus. Alors que durant les excursions, les 2, celui-là de 9 heures ou de midi, le pourcentage, c'est à peu près la même chose. Les dauphins, apparemment, ce qu'ils disent ici, c'est qu'ils viennent très, très tôt, donc vers le coucher, vers le monter du soleil. Donc quand il y a personne qui a envie d'aller, sur une excursion, c'est à ce moment-là qu'ils sortent déjà. Et oui. C'est pour ça que souvent on fait, petit déjeuner avec les dauphins parce qu'en général, c'est vrai que, très tôt le matin, il y a pas mal de chances. Ceci dit, bon, ça fait c'est pas non plus l'axe de la balade. On a bien compris que, la possibilité d'en croiser est assez fréquente, mais on vient avant tout, pour tout ce qui est attraction, donc, balade en mer, et toutes les petites pauses, et les baignades et snorkeling. Donc, après la question du repas, sûr que ça peut être intéressant, les Français, ils ont des habitudes en effet, de repas qu'ont pas nécessairement tous les autres Européens, donc c'est sûr que ça fait manger un peu tôt en effet. J'avoue que je me l'étais pas représenté, mais je comprends que ça puisse être aussi intéressant, midi. En plus, ça correspond, à une matinée éventuellement qu'on a passée tranquille, au repos, tout ça, et où on peut après partir, pour l'après-midi. Ça reste en effet un bon choix, et l'autre est donc, de midi jusqu'à 17:00-18:00? 17 heures, c'est ça. 17:00, voilà. Ce qui est chouette aussi de venir, faire l'excursion à midi, c'est que souvent les clients, ils viennent un peu plus en avance, donc le matin directement après le petit déjeuner, et aller découvrir, Medellín. Parce que justement, il y a la plage de sable, donc souvent les clients vont faire une petite baignade avant d'aller, sur l'excursion directement. Super, en effet, on peut profiter de la matinée parce que Medellín, c'est tout petit, c'est très mignon avec la plage, donc on peut tranquillement, profiter de cette matinée et après amorcer sur, l'excursion. Sachant qu'on en a parlé, très rapidement, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toute la zone côté, Caméniac, qui souvent, est la référence pour beaucoup, en tout cas, qui ont vu en Istrie les lieux de baignade, ça reste, très, très Mmh. apprécié, très recommandé. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette réserve, et bon, Bien sûr. déjà de l'intérêt d'y aller, et donc, de quelle manière on peut l'apprécier grâce à une excursion en bateau, hein, de façon un peu différente peut-être? Bien sûr. Généralement, moi, je conseille toujours d'aller voir Caméniac une fois en bateau et une fois, à pied ou en vélo, parce que Caméniac, c'est, très beau.
C'est un parc naturel, très sympa. Bon, les routes, c'est un peu difficile parce qu'il y a énormément de trous, mais à Camignac directement, j'aime bien aller au point donc le plus sud, vers là aussi où nous on va aller avec le bateau, vers, le Safari Park. Donc c'est, c'est un petit bar qui est en bas et quand on arrive là-bas, il y a plein de bambous, il y a des endroits, des aires de jeux pour les enfants faites avec des matériaux de pêcheurs. Et ensuite, bon, il y a beaucoup de parking, c'est généralement facile à trouver, c'est accessible. Euh, les grottes sous-marins, c'est un peu plus difficile à trouver parce qu'il faut falloir marcher pour les trouver. C'est pour ça que nous, avec le bateau, c'est plus simple d'y aller. En plus de ça, il y a des falaises qui ont entre 10 à 20 mètres à peu près. Donc, pour aller dans les grottes, c'est pas donné. Il va falloir, il y a beaucoup de sauteurs des falaises là-bas. Et sinon, à l'entrée directement du parc, bien sûr, il y a plein de petites baies, des petites criques un peu cachées. Ça dépend où vous voulez aller, quoi visiter, mais il y a un parc de dinosaures, il y a des farms, il y a plein de petites bars. Des fois, ils offrent quelque chose à manger. J'aime bien aussi la baie de Nive, qui est un peu plus bas donc à l'entrée. C'est pas directement à l'entrée du parc, mais déjà une quinzaine de minutes de voyage en voiture. Les gens, ils aiment bien y aller en vélo pour mieux apprécier toutes les petites criques. Il y a beaucoup de randonneurs aussi. C'est une très très chouette parc naturel. L'intérêt, en effet, c'est de pouvoir, si on réside en Istrie au moins quelques jours, d'avoir bien conscience que même si on y vient surtout, se baigner, mais on peut faire en effet plein d'activités. C'est donc, très très ludique, hein, surtout en famille, j'imagine entre amis. C'est une destination qui répond vraiment à toutes les envies qu'en été on peut avoir. Au-delà de la baignade donc, l'aspect, en lien avec la mer, tout ce qui est naturel, c'est finalement la réserve, appréciée, en Istrie. Enfin, il y a bien Outchka et d'autres zones de randonnée, mais finalement, cette, réserve naturelle, c'est probablement ce qui, en général, attire le plus. Donc, depuis C'est ça. Medellín, c'est plutôt, pratique. En effet, si on séjourne dans la région, bah, Medellín, c'est un bon point de chute, hein, pour découvrir, l'ensemble de l'Istrie assez facilement et de profiter donc, en priorité de cette zone. Si on ne veut pas trop bouger, on a finalement tout à proximité. Exactement. L'expérience des grottes, juste on peut un peu à revenir dessus. Tu parles de grottes, sous-marines donc. Pendant, la balade en bateau, il y a la possibilité donc de se baigner, de faire du snorkeling et pour ceux qui le souhaitent donc d'aller découvrir, ces grottes. Alors, quelles sont les infos à savoir? À qui s'adresse ce genre Mhm. d'activité? Donc, généralement, il faut être bon nageur parce que le bateau donc s'arrête le plus près possible, mais il y a quand même euh, assez pour aller nager. À l'entrant, donc la grotte, je dis sous-marine, mais donc on a à peu près un demi-mètre pour aller nager en dessous. Des fois un peu moins, ça dépendant le niveau de la mer. Donc, il faut faire attention à l'entrant, de ne pas se cogner, mais il y a toujours des guides alentour qui vont vous aider. Et donc, on va rentrer dans la première grotte, elle est ouverte en haut, et la seconde des côtés, est ouverte des côtés. Donc, avec les réflexions de soleil, enfin, avec le soleil, ça fait des beaux réflexions de soleil à l'intérieur. La grotte a à peu près 5 à 10 mètres de profondeur, même si c'est super profond quand même. La mer, elle est très très claire, donc vous allez voir le tout jusqu'au fond de la grotte. Généralement, je conseille d'amener un masque et quand même des chaussures d'eau, parce que si vous avez envie de grimper dans la fenêtre de la deuxième grotte, euh, c'est bien d'être un peu protégé au pied. D'accord, tu fais bien de le préciser parce que, souvent c'est les questions qui sont posées quand on va faire des balades en mer où il y a de la baignade. Le matériel est-il fourni, pour faire du snorkeling? Puisque visiblement beaucoup aiment, découvrir les fonds marins mais avec, masque et tuba. Donc, il faut amener son matériel pour pouvoir profiter au maximum de cette expérience. Oui, depuis Covid, on ne partage plus ces sortes de matériel.
Oui, bah, c'est normal en même temps, hein. Je peux comprendre tout à fait, le covid a changé un peu les habitudes chez tout le monde, hein, et de toute façon, je pense que, quand on aime, profiter au maximum, on a l'habitude d'avoir son matériel. Donc à savoir que si vous voulez au maximum donc faire du snorkeling, c'est possible. Au niveau des fonds marins, qu'on peut apprécier, est-ce qu'il y a de jolies choses ou c'est pas nécessairement la zone, sur laquelle il faut mettre l'accent pour ce genre d'activité snorkeling? Mmh. Moi, j'aime bien quand même, surtout à la grotte sous-marine, donc vers là, il y a énormément de poissons. Ils sont très habitués, donc c'est bien d'avoir, un peu d'équipement avec, des masques parce que c'est carrément 100 au moins durant la saison haute qu'on va avoir énormément de poissons alentour des bateaux. Sur l'île, ça dépend dans quelle crique, on va aller se baigner. Bien sûr, chaque endroit est un peu différent, mais il y a des beaux sous-marins. D'accord, donc les amateurs de snorkeling pourront apprécier en effet, heu, ce moment-là. C'est pas simplement pour la baignade, si on souhaite, hein. Donc on a aussi cette attraction de grottes sous-marines, qui bon certes, toutes les grottes sous-marines ne se valent pas, mais là justement c'est l'une de celles qui est très, très appréciée, parce qu'elle reste plus facile d'accès peut-être que d'autres et qu'elle permet justement de combiner à la fois baignade, snorkeling, un peu de sensations. Donc si vous êtes amateur de ce genre d'activité, bah, vous voyez que normalement, ça devrait, beaucoup vous plaire. C'est ça un peu l'intérêt de l'excursion longue et je suis d'accord avec toi, c'est, d'avoir finalement, plusieurs, expériences qui vont s'enchaîner, où on prend quand même le temps d'apprécier chacune, mais où il y a, quand même pas mal de changements. Je ne veux pas dire que pour les dauphins, on est plutôt dans de l'observation et qu'on se laisse porter en attendant que les dauphins, puissent se Mmh. présenter en voyant le coucher de soleil aussi qui va nous accompagner dans la balade. Mais dans l'excursion de 6 heures, il y a quand même ce plaisir en effet de pouvoir avoir, les aspects ludiques, puis malgré tout aussi faire un peu de tourisme, du côté de l'île, hein, puisque cette île donc, comme tu l'as dit, c'est connu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cactus, donc un paysage un peu exotique, hein. Exactement. Du moins, quand on va venir directement sur l'île, il y a des cactus. Le bar, ça s'appelle, c'est un bar qui s'appelle donc Cactus Bar. Euh, dans le jardin, pareil, il y en a un peu. Il y a un peu de lapin aussi. Après, je peux pas le garantir. C'est sûr que s'il y a des personnes qui vont venir assez rapidement, qui vont faire beaucoup de bruit, qui vont se cacher, mais il y en a aussi. C'est vrai que quand on regarde la Dalmatie, par exemple, on voit des tas d'îles, qui s'offrent à nous, on ne sait pas trop laquelle choisir. Du côté de l'Istrie, c'est quand même plus simple, hein, parce que, finalement, les îles sont déjà beaucoup moins connues, à part Brioni, du côté de Pula, qui ont peut-être, enfin, que les voyageurs ont peut-être identifié, mais on a moins connaissance des autres possibilités d'îles. Justement, alors, quel est l'intérêt, de choisir une excursion avec, des îles, comme celle-là? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, c'est sympa de faire ces sortes d'excursions parce que donc avec nous, on va voir plusieurs petits îlots alentours. Certes, c'est pas des îles comme en Dalmatie, c'est des petits îlots, donc il n'y a pas de route, on peut que c'est seulement accessible en voiture, en bateau, excuse-moi, pas en voiture. Et c'est encore la nature un peu plus intacte, on va dire. Oui, parce qu'en fait, finalement, il y a pas de ferry ou quoi que ce soit qui opère, seulement les excursions organisées ou louer son bateau, pour aller éventuellement découvrir, cet E- environnement. Mais Exactement. on En plus pourrait de pas y ça, il y aller a en itinérant, en fait. Si on ne sait pas conduire un bateau, on va être obligé soit de louer un bateau avec un skipper, donc le plus simple, hein, et puis en termes de budget aussi, c'est quand même pas non plus la même chose. C'est de choisir l'excursion. Comme ça, on va accéder à cet environnement-là, parce que c'est des toutes petites îles. Alors c'est vrai que les photos, du coup, l'improvisation, ça a sa limite parce que les photos sont pas toujours évidentes, enfin, pour se représenter, mais c'est vrai que c'est, Caméniac, en effet, ça va ressembler un peu à ça et donc il y a les tout petits îlots donc.
au large. C'est Et ça. donc l'intérêt, c'est évidemment de pouvoir, naviguer dans cet environnement, apprécier, bah, les couleurs d'eau évidemment translucides et tout qui font toujours rêver ou plus bleu plus profond et donc l'environnement quand même assez vert de Caméniac, hein, parce que bon, réserve naturelle, c'est assez évident normalement que la nature, doit y être un peu plus développée qu'ailleurs, mais là justement, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on a bien ces contrastes au cours de la même journée. On va avoir bah, la possibilité d'avoir, bon, balade à Seiya, petite balade, j'imagine, pour ceux qui le souhaitent, hein? C'est ça. C'est vrai que les îlots, donc à l'entour de Carmignac, il y a 13 petits îlots et aucune de ces îles est accessible en voiture. Certaines îles n'ont même pas de quai, donc c'est vrai qu'il y a que des tout petits bateaux qui peuvent y aller et souvent il va falloir y aller à la nage. Mais il y en a trois de ces îlots, enfin quatre avec le phare de Porer, où il y a des quais pour y aller en bateau, on va dire. Nous, on a choisi Tseya parce que c'est l'île la plus grande dans l'archipel. Elle nous offre beaucoup de protection aussi. Et c'est plus facile, plus accessible en fait que les autres îlots. Et par contre, dans tous les cas, n'importe quelle île, si aussi vous aimeriez aller en petit bateau ou louer un bateau ou aller en taxi, c'est bien d'amener quelque chose de protection pour le soleil. Tseya, c'est l'île où il y a le plus d'ombre. Parce qu'il y a le restaurant-bar, il y a un petit jardin, il y a quelques arbres, mais ça reste quand même assez ensoleillé. C'est bien d'apporter quelque chose, enfin, un capi ou quelque chose dans le genre, une cape. Alors c'est bien que tu le précises, tu as indiqué que vous commenciez à partir d'avril, jusqu'à octobre, hein, parce que l'Istrie, a quand même la chance d'avoir un très bon microclimat qui permet d'apprécier, dès le début de la saison et puis beaucoup de chance cette année avril. Fin avril, il y a Pâques, donc a priori, il y aura aussi un certain tourisme qui sera attiré pour retrouver le soleil et la mer éventuellement. Alors, côté baignade, j'imagine qu'avril, ça reste un peu frais, mais c'est possible, hein? C'est possible, il y a toujours des personnes qui veulent y aller. Après, moi, je trouve que c'est toujours l'adrénaline qui le sort. Donc, si on est à la grotte sous-marine, je le conseille toujours d'y aller. Mais bon, en avril, autant qu'en octobre, il fait quand même assez frais. Donc c'est bien d'amener aussi là quelque chose de chaud à bord. Et puis l'été, bon, pas besoin, parce qu'il fait très 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 chaud. Oui, parce que la chance que vous avez, c'est d'avoir quand même un climat relativement confortable, mais après, il faut aussi aimer les chaleurs. Moi, j'avoue que la chaleur, c'est pas non plus, toujours ma tasse de thé, mais au moins, il y a quand même les garanties. C'est vrai qu'en termes de, alors, la météo, c'est une chose. Est-ce qu'il y a, une bonne mer globalement ou est-ce que ça peut quand même, avoir, est-ce qu'il peut y avoir des variations, rapides d'un moment à l'autre comme on l'a souvent dans certaines zones, où il y a, l'un ou l'autre des vents qui va se lever? Souvent d'ailleurs les après-midi, c'est assez classique qu'il peut y avoir une mer un peu plus agitée. Est-ce qu'en termes de qualité, de navigation de mer, c'est une zone qui peut exposer à ce genre de contraste au cours de l'expérience ou même, d'éventuels risques d'annulation peut-être en avril ou en octobre, je sais pas, tout ce qui est tempête et tout. Mhm. Est-ce qu'il y a des moments comme ça, qui sont peut-être un peu plus délicats, où il y a peut-être moins de garanties de sortie? Ou est-ce que tous les jours, vous êtes en mesure, quasiment de sortir? Mm. Donc bien sûr que ça peut arriver. Au cours d'une même journée, c'est rare que ça peut arriver. Ça, c'est arrivé dans le passé, mais c'est très très rare quand même. En soi, si on sait que c'est une très mauvaise météo et qu'on ne peut pas sortir, euh, on essaye de tenir les clients au courant en avance. Mais le taux d'annulation est très peu chez nous et on essaye d'offrir les excursions au mieux du moment que le capitaine ils disent que c'est possible, on y va. Alors, du coup, la recommandation, c'est malgré tout d'essayer de réserver, le plus tôt possible, hein, en sachant qu'on pourra justement avoir une visibilité, sur la météo, et être informé. C'est quelque chose que tu recommandes ou en dernière minute, Mm. c'est toujours possible de décider comme ça un peu sur un coup de tête si on ne sait pas trop qu'on a débarqué en Istrie, qu'on ne sait pas trop quoi faire.
ça posera pas problème, hein, ou il vaut mieux quand même réserver le plus possible en anticipant? En soi, on préfère les réservations en avance pour, l'organisation et durant les mois de la saison haute, c'est vrai, c'est toujours bien d'avoir des réservations faites et en plus la météo, elle est assez stable durant ces mois-là. Après, si c'est, pré-saison ou après-saison, on est un peu plus flexible. Si jamais vraiment à ces jours-là, il y a des jours où il fait très, très mauvais, on essaye aussi de recommander, aux clients quel jour y aller, quelles sont les meilleures possibilités. D'accord, mais je suis assez d'accord aussi sur le fait que la réservation, bon, c'est un engagement, hein, parce qu'on réserve pas juste en se disant: «On verra Mmh. si on le fait ou pas». Donc il y a une notion où si on décide de faire cette excursion, quand on réserve, on essaie, justement de la faire et après en fait l'avantage de l'anticipation, c'est pour vous de permettre les meilleures conditions aussi d'organisation et alors tout à l'heure tu précisais par rapport aux Français, alors on va pas se le cacher, hein, c'est pas leur faire offense de dire ça, mais les Français et les langues étrangères, c'est pas tout à fait ça, même l'anglais, hein. Donc il y a la possibilité d'avoir, des une interlocutrice français, donc en français, toi. Est-ce que ça, en fait, c'est garanti? Alors pas si j'ai bien Mmh. compris, c'est pas toutes les excursions qui le peuvent puisque tu peux pas te départager. Est-ce qu'il y a quand même des manières de garantir, l'excursion en français? D'accord. Donc en soi, moi je peux garantir que je suis toujours, disponible par téléphone pour, la réservation, pour trouver le check-in. S'il y a vraiment quelque chose qu'ils ont besoin de parler avec quelqu'un en français avant ou après l'excursion, je serai sur place. Par contre, à bord, personnellement, je ne serai, très, très peu, mais on a des, collègues, qui parlent français. Pareil là, vu que on a quand même beaucoup de clients à bord et différents bateaux, je peux pas toujours garantir que ce collègue français est sur ce bateau, mais même malgré tout, on a plusieurs personnes qui parlent français. Ce que je peux garantir, c'est que vous pouvez toujours demander, une animation virtuelle à bord qui sera en français. D'accord, c'est important de le préciser, mais donc d'où l'utilité aussi d'essayer de peut-être d'anticiper, surtout si la langue est importante, pour permettre d'organiser ou de favoriser peut-être, un interlocuteur en français, à bord, quand c'est possible. Donc ça, c'est très sympa aussi. De toute façon, en termes d'animation, alors sur le bateau, l'équipe, donc s'occupe, ben, de toute la préparation des repas, le service, et en fait, qu'est-ce que vous proposez d'autre? En fait, l'encadrement, par rapport aux baignades, aux activités, vous donnez des consignes, hein? Comment ça se passe Ouais, en fait pour exactement. l'équipage? Donc, nos animateurs, en fait, ils vont être sur le bateau pour accueillir et être tout alentour du bien-être de nos clients. Autant de servir, parler avec les clients, demander de se préparer pour aller se baigner ou parler un petit peu des faits historiques comme du phare ou de l'environnement. Donc, c'est sûr que c'est chouette de l'écouter en français. L'anglais, on parle toujours à bord, tout le monde le parle, du moins de notre équipage. Après, bon, comme je disais, français, si on sait que les réservations se fait en avance et qu'ils nous demandent, de vraiment mettre un point dessus, on essaye de faire, en sorte que ces clients soient sur, le bateau, en choix, duquel l'animateur parle français. Oui, d'accord, parce qu'il faut comprendre que l'Istrie est une région quand même qui est très, très fréquentée par, les Allemands, les Autrichiens, les Italiens, je veux dire les Français, même s'ils découvrent depuis une dizaine d'années avec, grand intérêt et plaisir, la Croatie, c'est vraiment pas les touristes, enfin préférentiels, pour, cette région, mais ni même pour l'ensemble de la Croatie. Donc déjà, c'est super d'avoir la possibilité d'avoir un interlocuteur francophone parce que c'est loin d'être évident d'en trouver. Et ensuite, donc l'intérêt, c'est justement en anticipant de pouvoir améliorer les conditions
justement et garantir peut-être l'accès à la langue française. C'est pourquoi, bon, moi je suggère toujours de si possible, de prendre au moins les options, de date, pour que vous, de votre côté, vous puissiez vous organiser parce que c'est loin d'être simple. Il y a quand même plusieurs sorties dans la journée à gérer, donc Mmh. c'est un sacré niveau d'intensité de travail et donc pendant la basse saison, maintenant en ce moment-là, que certains préparent, c'est toujours mieux d'essayer d'anticiper pour ces raisons-là aussi. Parce qu'après en haute saison, c'est beaucoup plus difficile, de débarquer, surtout si c'est des dernières minutes et qu'ils veulent absolument français, bah, c'est plus compliqué. Donc essayez si possible, de prendre vraiment vos options de réservation. Sachant que j'imagine c'est quand même assez flexible parce que tous les jours il y a plusieurs sorties. Donc, bon, les risques de ne pas avoir, de place, sont, assez limités, non? Ou c'est quelque chose qui peut quand même entrer haute saison? Parce qu'il y a combien de personnes à bord du bateau en général? Et Mmh. bon, avec 3 enfin oui, tout il y a vos 3 sorties, donc il y a quand même possibilité de répondre à un assez grand nombre de touristes. Mmh. Mais est-ce qu'il y a des risques donc de se retrouver avec bateau complet? Ça peut arriver, surtout en très, très haute saison. C'est pour ça que c'est bien de au moins en haute saison, de faire une réservation 1 ou 2 jours en avance. Bien sûr, s'il y a des personnes qui veulent y venir le même jour, ça se peut qu'il y a des annulations dernier moment et qu'on a de nouveau de la place, mais en général, c'est possible. On a beaucoup de possibilités et plusieurs excursions par jour. D'accord, on a fait un peu le tour des excursions donc classiques. Est-ce que tu souhaites nous parler de la possibilité peut-être de faire des excursions, alors je vais pas dire sur mesure, parce que ça veut tout Mmh dire mh. et rien dire, mais est-ce qu'il est possible de faire quelque chose qui ressemble à une excursion à la journée, Mmh. donc en privé éventuellement, pour, découvrir tout cet environnement en allant dans des lieux, beaucoup moins connus encore, hein? Est-ce qu'il y a, des possibilités de votre côté d'organiser ce genre de sortie? Mmh. Donc c'est possible, on fait des excursions privées. Généralement, c'est avec, notre bateau, qui Sandra, donc c'est un bateau, en bois aussi pour une cinquantaine de personnes, on va dire. Et les excursions vont être très similaires que les excursions, de jour classiques. Vu que des endroits un peu plus cachés, c'est vrai que dans la région, c'est un peu difficile à en trouver parce qu'alentour de Camignac, donc il y a pas vraiment de criques plus cachées vu qu'on peut y aller en voiture à l'intérieur ou à pied, en vélo. Et les autres îlots, on est un peu, restreint par rapport à ça, vu qu'il y a pas tous les îlots, on peut y aller, avec par rapport aux quais. Hem, les îles, qui sont un peu où il y a des criques un peu plus cachées sont très loin. C'est des îles qui sont, par exemple, à Sres, à Union, Kirk. Donc c'est vrai que ça, généralement, on l'offre pas parce que ça prend, beaucoup de temps d'y aller en bateau jusqu'à là-bas. Après, si des personnes, viennent en groupe, par exemple, et qu'ils ont envie de louer le bateau pour eux tout seuls, c'est tout à fait possible. Ou si là, on essaye donc d'avoir un francophone à bord, ça, on peut bien l'organiser en avance, comme ça, on sait exactement qui va venir, sur ce bateau, quel jour. Et c'est une excursion où vous serez, où les clients, ils seront seuls, à faire, le même tour que d'habituellement, mais on est plus, flexible par rapport aux horaires, de rester plus longtemps à la grotte sous-marine, ou à l'île, voir une différente île si jamais c'est vraiment demandé. D'accord, alors on n'a pas évoqué le budget. Alors Mmh mh. combien, cela coûte de faire l'excursion donc en privé, Mmh. et le prix donc pour l'excursion en groupe? Mmh. Donc l'excursion en groupe, c'est, ça varie entre les âges. Donc de 0 à 4 ans, c'est gratuit. De 5 ans à 12 ans, 11 ans, c'est 20 €. De 12 ans à 16 ans, c'est 30 € et à partir de 17 ans, c'est 40 €. Dans le prix, donc il y a les boissons et la nourriture déjà tout inclus à volonté, les boissons. Et en privé, donc c'est demandé, sur mesure, je veux dire. Les prix, c'est ça dépend, le groupe, en fait, combien de personnes c'est à bord et quel jour, quel moment de la saison. Faudrait, nous contacter directement par email. D'accord.
Très bien. Bon, bien sûr, je vais mettre à l'email pour que vous ayez la possibilité de contacter, Yelina. Donc, comme vous le voyez, elle parle parfaitement français, donc vous aurez toutes les réponses à vos questions et en plus, elle est très, très disponible et très sympathique. Donc si vous avez besoin de petits conseils, elle ne se gênera pas pour vous les donner et ça, c'est très appréciable aussi puisque tout le monde, n'est pas aussi disposé justement. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Alors, est-ce que tu souhaites nous parler, d'autres choses éventuellement puisque nous avons fait le tour des excursions, heu, donc bateau, et découverte des dauphins, au coucher de soleil? Qu'est-ce que tu souhaites nous dire d'autre par rapport, bah, déjà à Medellín, tes activités, tes prestations? Mmh. Je pense que généralement sur, nos produits, on a fait, un peu le tour. Après c'est vrai que, pour se rendre à Medellín, c'est bien de savoir en haute saison de prendre un peu de temps en avance. Les routes entre Medellín et Pula, à certains moments de l'endroit de la journée sont très blindées, donc il faut bien calculer, au moins, 1/2 heure, 40 minutes de plus pour venir, ici. Le matin, c'est plus calme, il y a plus de possibilités de trouver des parkings et cetera. Il y a des, transports communs aussi, des bus, mais pareil, il faut pas avoir, un planning, très stressé et très, planning fixe. Il faut être un peu plus spontané de où aller et à quelle heure. Après, personnellement, si vous avez le choix de venir hors de la saison haute, j'aime toujours le mai, juin et septembre. C'est mes mois préférés en fait pour faire des excursions ou faire des vacances parce qu'il y a encore moins de monde et la météo elle est bonne généralement. Ça dépend de saison en saison, bien sûr. Euh, de notre côté, pour dire un petit peu le point de l'excursion sur la compagnie, donc nous on est fondé en 2003 et ce qui est très important pour nous, c'est que les clients repartent de nos excursions avec une bonne ambiance, avec un bon feeling. C'est pour ça que vous pouvez regarder sur notre TripAdvisor ou d'autres avis sur Google par exemple, les clients sont très satisfaits avec nous et on essaye que ça reste comme ça et que qu'on essaie de s'améliorer année par année. Oui, bon alors ceux qui sont habitués, sur le groupe, savent que normalement, mon niveau d'exigence par rapport aux excursions est assez élevé. Donc, je ne vais pas m'amuser à recommander des choses qui, en général, sont pas très appréciées, voire font l'unanimité. Et ça, c'est aussi important. Ce qui est aussi super, c'est que dans le fond, on n'a pas trop de questions à se poser pour l'organisation puisque, ben, le repas est compris, tout enfin les boissons, tout ça. Donc en fait, on se laisse porter par rapport à l'excursion. Ça, c'est un avantage aussi, puisque tout est compris, hein, dans le prix et ça, c'est chouette, y compris le soir, hein. C'est les 2 excursions qui ont le repas compris et donc par rapport à l'aspect technique, même si tu as un peu passé rapidement, tu sais qu'on oublie souvent, d'y penser. Ça plaide encore plus pour, le départ à midi, parce que mine de rien, les vacances, c'est pas non plus pour se lever aux aurores, hein, pour s'embêter à devoir prendre des bus éventuellement si on n'a pas fait le choix d'une voiture de location pour plus de simplicité. Ça reste toujours possible d'aller à Medellín, donc ça, c'est super en bus, mais mine de rien, il y a un cer alors que c'est près sur la carte, hein, il y a pas trop de temps de trajet en soi, ça va prendre nécessairement plus de temps. Donc si vous devez venir en bus depuis Pula, parce que c'est de séjourner dans cette ville pour plus de praticité et pour dépendre justement, des bus, bah, voilà, il faut avoir un peu conscience. Il y a des liaisons assez fréquentes du matin au soir, donc même Mhm. la sortie, coucher de soleil, ça pose pas problème pour le retour éventuellement? Généralement, non. Après, il faut toujours prendre en compte que les excursions, si ça commence à 9 heures ou à midi, le check-in, c'est toujours en avance. Hors saison, c'est un peu plus flexible, donc on peut venir 1/2 heure avant, des fois 20 minutes en avance, ça va. Mais la saison haute, c'est bien de venir à peu près 45 minutes à 1 heure en avance avant le départ. Euh, En plus de ça, justement, pour trouver le parking et ensuite, bon, après l'excursion, c'est vrai que souvent les clients, ils restent encore un petit peu visiter Medellín, les alentours. Il y a de quoi.
aller prendre un verre. Il y a un peu des endroits où il fait un peu de fête aussi. Si c'est vraiment demandé, on peut aussi organiser des transferts. Donc, c'est surtout pour les clients qui sont alentour de Poula, qui veulent pas prendre un taxi. Nous, on organiserait tout ça pour eux, pour les récupérer et ramener. Et ensuite, bon, il y a des parkings un petit peu alentour, partout vers le check-in, vers le port. Les parkings, alors ça m'est souvent posé la question parce que les Français s'interrogent souvent sur le coût des parkings, sur la facilité à trouver des parkings. Donc comme Medulin, ça reste un village, et qu'il est très fréquenté malgré tout, surtout en haute saison. Pour le parking, tu peux nous donner l'info sur, peut-être le coût du parking? Donc, le coût, je sais pas exactement parce que ça varie en fonction de la saison haute et saison basse, mais c'est quelque chose vers les 1 ou 2 euros par heure. Après, il y a plusieurs parkings alentour du check-in, donc il y en a 4 ou 5. Et si vraiment des personnes veulent avoir un parking gratuit, faut calculer 10-15 minutes à pied pour en trouver. D'accord, mais ça existe, ce qui est déjà super. Donc, sachez que, bah, si vous vous organisez, donc, vous devriez pouvoir trouver et parking gratuit, donc, et même si vous devez prendre un parking payant, c'est quand même pas non plus très onéreux. Ça devrait pas être un frein comme à Dubrovnik, ça peut l'être, hein, parce qu'à Mmh. Dubrovnik, 11 € de l'heure, sûr quand on y réfléchit, mais à 1 € ou 2, ça devrait quand même ne pas trop poser problème. Super, bah, je pense qu'on a déjà beaucoup d'informations, et sur Medulin, donc l'intérêt de visiter, le village également, donc vous l'avez compris, si vous vous organisez sur une journée, donc enfin sur 6 heures d'excursion, vous pouvez avoir une petite balade le matin, surtout si vous êtes lève tôt, donc vous apprécierez la plage, hein, plage de sable, ça fait toujours du bien pour certains, en tout cas, ça reste, très appréciable d'en retrouver de temps en temps, donc du côté de Medulin, ça sera super. Et après donc votre excursion, vous apprécierez aussi l'ambiance du village. Donc j'espère que vous aurez, très envie de découvrir, les excursions avec Yelina, donc les bateaux Sondra, et je ne doute pas que vous appréciez, que vous aurez envie de partager ces beaux moments. N'hésitez pas à la contacter pour plus d'informations, donc dès maintenant si vous le souhaitez, parce que la haute saison, il y a quand même beaucoup d'affluence et c'est une excursion qui a fait ses preuves. Donc, bien sûr, plus tôt vous y prenez, mieux c'est pour les réservations. J'espère donc que vous aurez apprécié cet échange. On aura peut-être l'occasion, de refaire un petit podcast, sur d'autres sujets éventuellement en lien avec l'Istrie. Merci beaucoup Yelina d'avoir accepté l'invitation, sur le podcast. Je te laisse le mot de la fin, bien sûr. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de faire, ce petit échange et bien sûr, comme Sandrine l'a dit, contactez-moi si vous avez d'autres questions. Je suis toujours, disponible par email et par échange téléphonique aussi si besoin. Merci. Merci beaucoup, à très bientôt Au revoir. et surtout restez curieux.